Alors effectivement, ce que disait Gilles, c'est qu'on a toutes ces documentations, ces exercices de formation, donc on aura la vidéo, plus de la documentation qui seront disponibles sur notre base de connaissances. Alors, vous êtes déjà peut-être un peu rendu compte, le fond d'écran un peu a changé dans le fond d'écran Pamir, parce qu'on va changer de site, de base de connaissances la semaine prochaine. Donc, tous ces tutos sont disponibles déjà sur la nouvelle base de connaissances. Donc là, vous voyez ce que Gilles vous a présenté. On va retrouver les exercices ainsi que les feuilles Excel. Donc ça, on vous mettra les liens après la vidéo. Juste pour revenir rapidement pour les prochaines dates d'inscription. Donc la semaine prochaine, on vous présentera le nouveau portail client Mitech. Et ensuite, il y aura la présentation des outils POSI au niveau du devis instantané, ainsi que une présentation du module de Saturbois. Alors quand on dit calcul, c'est pas encore le calcul du compte renton, mais le calcul des descentes de charge. Donc ça, on vous présentera ça en septembre. Et puis Gilles, je pense qu'il a essayé d'être concis en 30 minutes. C'est vrai que le sujet est assez vaste. On va remettre en place des formations sismiques poutre-vent sur 1 à 2 jours à la rentrée. Donc pareil, on vous mettra aussi la liste des prochaines web training et des prochaines formations Pamir, que ce soit POSI ou sismique, donc à Créteil, sur le site internet. Et c'est là, effectivement, Gilles, je vais te laisser répondre aux questions s'il y en a. N'hésitez surtout pas à activer vos micros. Gilles, dans le chat, il y a une question de Laurent Bonin. Oui, justement, je voyais. Vu. Ah, ok, super. Oui, je voyais. Super. Donc, alors, effectivement, c'est, si vous voulez, le nombre de... Attendez, est-ce que j'ai partagé mon écran? Pas encore. Voilà. Donc, la question de Laurent est pertinente parce que, si vous voulez, quand vous calculez les pressions qui s'exercent sur les poutres au vent, le sujet, je peux tenir 1 heure sur le sujet. Donc je pense que le mieux, ça serait d'en discuter à la formation quand vous viendrez. Mais grosso modo, vous avez plusieurs écoles. C'est en gros, est-ce que la force de gauche, quand elle s'exerce sur le mur de gauche, est-ce qu'il n'y en a pas une partie qui passe par les entrailles qui viendrait solliciter la poutre de droite? Donc, est-ce que quand je calcule mes poutres, est-ce que je ne pourrais pas calculer avec un coefficient moyen? Donc ça, c'est déjà, on pourrait dire oui, non. Après, vous avez aussi une autre question, c'est est-ce que quand on dit que le vent il souffle, en réalité, vous imaginez que cette sollicitation, elle dure quelques minutes. C'est une charge qui est extrêmement courte. Donc, est-ce que la charge maxi à gauche, elle arrive au même moment que la charge maxi à droite? Donc, c'est une histoire de probabilité. Donc, souvent, on pourrait dire non, en réalité, il y a un petit décalage de temps. C'est-à-dire que quand ça souffle maximum à gauche, à droite, peut-être que ce n'est pas exactement au même moment. Donc, on pourrait dire donc avec tous ces jeux, on peut optimiser et diminuer les efforts de vent qui s'appliquent sur les poutres. Et effectivement, de manière générale, quand on tâtonne, quand on fait nos premiers calculs de poutres au vent, on a tendance à se mettre dans ce cas-là. C'est-à-dire, en gros, on ne se prend pas trop la tête sur tous ces coefficients, on se met dans le CalPIR, et le CalPIR, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule poutre, et j'appuie très fort dessus. Et donc, c'est ce que j'ai fait, moi, dans mon analyse tout à l'heure. C'est-à-dire que, en gros, j'ai pris ici, je me suis dit, je me mets dans la condition poutre au vent. Donc, j'ai un coefficient maximum sur cette poutre. Donc, vous avez d'autres options et on en rediscutera la prochaine fois. Une autre question? N'hésitez pas. Hein. Ouais, il y avait Rémi qui disait une façade, mais les charges de la fermette reprises par la poutre au vent est bien repris par les 2 poutres. Oui, c'est ça, effectivement, c'est ce que je montrais. C'est ça. On a les possibilités de... Et surtout, n'oubliez pas, quand vous sélectionnez votre petite clé, là, si vous n'avez qu'une seule poutre pour s'éviter, vous mettez qu'une, sinon vous mettez 2. Hein, parce qu'il y a 2 poutres pour stabiliser ma ferme. Il y avait une autre question de Mathieu. Les informations rentrées dans le réglage calcul, géométrie du bâtiment, sont-elles obsolètes avec cet outil?
Donc, est-ce que les informations que tu rentres dans la partie géométrie du bâtiment dans F4, Oui. est-ce que c'est... Non, de manière générale, quand ici, les informations sont importantes, hein, les informations de dimension au vent sont importantes parce que si par exemple votre bâtiment il est construit en haut de la falaise d'Étretat, par exemple, la hauteur de votre bâtiment, hein, c'est pas la hauteur du mur, hein, c'est la hauteur plus la falaise, donc là vous serez peut-être à 100 mètres de haut. Donc ça va changer considérablement la pression de vent. Et vous allez aussi, donc si ça change considérablement la pression, ça va changer les pressions qui s'exercent sur votre ferme et ça va changer aussi la pression qui s'exerce sur les murs. Donc c'est important de rentrer les bonnes dimensions de votre bâtiment. Donc pour avoir un calcul semi-automatique, on va dire. Puis, les charges de vent en façade ou en pignon sont différentes. Comment utiliser l'outil de chargement dans F4 pour différencier ces deux cas de charge ? Absolument. Donc, dans les puristes, hein, effectivement, vous avez, quand vous l'avez vu, hein, quand vous voyez, hein, effectivement, le vent qui s'exerce sur ma façade, c'est pas le même que le vent qui s'exerce sur mon pignon parce que j'ai des zones qui sont différentes. Alors moi, par simplification, je fais jamais la distinction, je prends toujours le maximum parce que si vous voulez, j'aime bien faire du calcul, mais souvent j'aime bien aussi faire raccourcir la durée de calcul. Donc, alors comment je me débrouille dans Pamir? Dans Pamir, en réalité, vous allez prendre votre poutre au vent et comme pour une ferme, dans le côté droit, quand vous regardez, vous avez une zone qui s'appelle chargement, hein, ici. Vous avez ça existe aussi pour les fermes. Donc ici, vous avez charge de poutre au vent locale. Donc là, par exemple, je vais me mettre dans une configuration où effectivement j'ai moins de vent. Donc je vais cocher cette option et je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir régler ma pression. Je vais dire qu'il y en a moins. Donc c'est comme ça que je vais différencier manuellement. En façade, j'ai 200 et en pignon, j'ai que 100. C'est Gilles. Si toutefois il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, ou nous contacter par mail, n'hésitez pas. Il ne faudra pas hésiter. Ou venir à Créteil à la rentrée pour poursuivre la formation. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, bien sûr. Ouais. Au niveau de la reprise de la poutre au vent qui est horizontale, ça renvoie les efforts de part et d'autre de chaque côté. Donc, celle qui est en verticale, elle va reprendre aussi ces efforts-là. C'est bien pris en compte, la liaison entre les deux? Non. Ah, d'accord. Non, effectivement. Donc, cette poutre, elle est fixée sur celle-ci. Oui. Donc, effectivement, je reformule. Donc, les efforts ici, on dit qu'elles vont être pris par celle-ci. Et celle-ci, elle va être ramenée sur le pignon comme ceci. Donc, effectivement, ce calcul n'est pas fait. Donc, c'est vrai que si on était puriste, ce qu'il faudrait faire, c'est, par exemple, calculer cette ferme. Regardez la réaction d'appui, maxi. Bon, j'ai à peu près 20 kN, 2 tonnes. Donc, après, je prends cette poutre et ponctuellement, je viens ajouter une force ici de vent qui ferait 20 kN. Donc, pas dans cette direction. Hein, c'est parce que c'est une direction horizontale. Dans l'autre sens. Et quand je vais pousser dessus, ça va solliciter ma fixation le long de mon pignon. Et effectivement, ça va changer un petit peu la répartition des efforts dans ma structure. Mais généralement, comme on charge dans la partie la plus rigide, l'impact est pas très important. Alors quand je dis pas très important, peut-être que ça va vous augmenter le taux de contrainte de 15%. Bon. Mais rappelez-vous, hein, notre calcul, c'est un calcul simplifié de la réalité. Hein.
Nous, c'est une façon simplifiée de calculer un fonctionnement très complexe. Hein. Le vent, quand on dit que le vent c'est une force uniformément répartie, c'est complètement faux. En réalité, c'est un fluide complètement. Donc, on en rediscutera à la rentrée, je pense. Je vous montrerai, on pourra en reparler. Ok, merci. Et puis, il y avait une petite dernière question. Donc, c'est Damien. Bonjour. Sur un chantier, j'ai mis des poutres au vent sur une seule façade, mais le bureau de contrôle m'impose de mettre des poutres au vent sur les deux. Oui, Alors, justement. C'est très bien. Damien, j'avais oublié ce sujet et c'est bien que tu en parles. Donc, c'est effectivement quand vous mettez une seule poutre sur un mur, l'inconvénient de faire cette méthode, c'est que vous générez une dissymétrie dans la raideur de vos murs et donc votre bâtiment, il va se déformer. Vous voyez, un peu comme je l'ai dessiné, c'est-à-dire que au lieu de tourner par le centre, le centre de rotation va se déplacer, vous allez générer de la torsion, et la torsion, le bâtiment, il déteste ça. Donc c'est pour ça que bien souvent, on va vous demander de faire plutôt un système en H, où là, vous gardez votre symétrie et vous n'allez pas générer de torsion dans votre bâtiment. Donc c'est pour ça que le bureau de contrôle, il vous a dit non, mets-moi 2. Voilà. Mais là encore, on peut discuter du sujet très longtemps. Après, c'est souvent aussi des discussions avec les bureaux de contrôle pour essayer de faire comprendre, de les convaincre de notre conception. C'est souvent aussi une discussion là-dessus. Et il y avait aussi le dernier point de Damien qui posait la question sur la limitation de déformation. Donc, le bureau de contrôle souhaite imposer une flèche maximum de 1/500e de la hauteur. Où est-ce qu'on peut trouver, on va dire, cette règle de 1/300e? Est-ce que c'est le DTU qui l'applique ou est-ce que c'est une valeur sortie? Je crois que oui, il y a un peu des deux. Le 300e, je crois que c'est la déformation de tête de poteau quand on fait des portiques. Je crois qu'il vient de là. Et effectivement, 300e, il n'y a pas de baie vitrée. Hein. Tout dépend de qu'est-ce qu'on a en dessous. Hein. Effectivement, si on a une baie vitrée, un 300e, ça sera un peu grand. Et il faudra passer à 500e. Ouais. Une discussion pour la prochaine commission du CIBO. Généralement, quand ils ne savent pas, ils vous disent 500e. Voilà. Donc, mais effectivement, à chaque fois, 500e, c'est difficile, hein, parce que limiter, vous vous rendez compte, à un moment donné, on arrive dans un problème de rigidité. Si vous avez une poutre qui fait 13 mètres de portée et que vous demandez à ce qu'elle se déforme que de 8 mm, soit la poutre fera 2,50 m de haut, soit c'est impossible. Je vois que ça continue de poser des questions. Peut-on rajouter une poutre verticale au centre pour couper la portée de la poutre horizontale, plus rajouter des câbles? Oui, on pourrait, mais là encore, attention, c'est-à-dire quand l'idée, hein, c'est je viens diminuer ma portée, je viens mettre une poutre au centre et je viens créer un système de câbles au milieu. Donc tout est possible, parce que mais vous allez avoir des glissements d'assemblage, c'est-à-dire que en gros, quand vous allez tirer sur vos câbles, il y aura des glissements d'assemblage et certainement en résistance ça fonctionnera, mais quand vous allez regarder vos déplacements, vous serez plus bon au niveau déplacement. Donc là, il y a une différence de fonctionnalité. Si c'est pour du sismique et l'important c'est la sécurité des personnes dedans, ça fait le café. Si par contre c'est parce que vous êtes en bord de mer et qu'en dessous vous avez des baies vitrées, non, là ça ne marchera pas. Parce que la baie vitrée vous demandera une rigidité beaucoup plus grande et vous serez obligé de mettre un système qui sera plus rigide. Donc, entre nous, il vaut mieux mettre du bois que du câble. Hein, parce que le câble, il fonctionne que dans un sens. Si vous faites des croix en bois, vos croix fonctionnent toujours dans les deux sens. Ensuite, on a Nourdine qui demande, alors c'est une très très bonne question, je pense que tout le monde se la pose, quelles sont les dimensions minimum d'un bâtiment pour dire
partir de quand on a besoin d'une poutre au vent. Alors je pense que là, ça va être souvent soumis à Voilà, interprétation. oui. Ce que disait Gilles, le vent sur la partie ossature bois, on considère qu'au bout d'une façade de 10 mètres, voilà, on se dit 10 mètres, mais en réalité, ça va dépendre de chaque projet, des hauteurs de mur, des charges de vent. Et ça serait effectivement bien que la profession et que peut-être nous, on arrive à essayer de trouver une petite règle. C'est vrai que à partir de 10 mètres, ça reste comme des choses importantes à mettre en place. Après, c'est des facteurs qui se cumulent. Par exemple, si on est en bord de mer, si on a des murs qui sont hauts, qui font 3 mètres, 3 mètres 50, si on a des façades qui sont longues, 13 mètres, donc si on a des baies vitrées, donc à chaque fois, c'est des facteurs aggravants. Et donc là, il faut se poser des questions, oui. En tout cas, il faut poser des questions par écrit pour que le maître d'œuvre tranche avec l'accord du bureau de contrôle. Bonjour, alors on a une personne de chez CIV. Avec ce chargement de vent, comment peut-on ajouter le chargement du séisme sans supprimer la charge automatique? Ça, je pense que c'est pareil, on peut faire, enfin, de toute façon, on a les deux. Je pense que là, c'est... Oui. Quand vous activez, je vous rappelle, dans Pamir, vous avez ici, dans les réglages, à côté de, juste en dessous, ici, vous mettez les charges de vent, ici, vous mettez les charges de séisme. Donc la différence, c'est que si par exemple, vous mettez, vous voyez, vous avez les mêmes valeurs, là j'ai mis les mêmes valeurs, le vent, il sera dimensionnant, parce que le vent, vous allez vérifier le critère de flèche avec un critère de flèche qui sera très pénalisant, on a parlé L sur 500, L sur 1000, bon, très pénalisant. Par contre, le séisme, le critère de flèche, on est beaucoup plus relax. Si les murs se déforment de 2 cm, c'est pas grave. Mais c'est ici. Et oui, c'est pareil. Bon, je pense que la formation sismique, on va faire. La formation sismique outre-vent, c'est en 2 jours, donc voilà, il ne faudra pas hésiter à venir pour échanger sur ces petits sujets-là. Une autre petite question de Pierre, est-ce qu'on peut doubler une poutre vent? Oui, bien sûr. Oui, on peut mettre deux plis. On peut mettre 2 plis sur la poutre au vent. Donc vous mettez. Généralement, quand on met 2 plis, c'est que. Mais ouais, je pense que les portées sont assez importantes. Ouais. Par exemple, si un jour vous avez des poutres au vent de 15 mètres à faire, vous allez peut-être avoir besoin d'un joint de transport. On va mettre 2 plis, on va croiser le joint de transport. Bon. Alors effectivement, parce que vous savez, au-delà de 15 mètres, le DTU, il vous dit, le bois de 36, on n'a pas le droit, il faut passer en bois de 45. Donc quand vous avez des poutres au vent qui fait plus de 15 mètres, souvent on met 2 plis. Ensuite, je vois que les questions, c'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde. Alors, on va continuer. Est-ce possible... Alors, donc c'est une personne de chez BCI. Bonjour, est-ce possible de justifier des appuis supplémentaires sur une poutre vent, par exemple des butons pour limiter la portée? Absolument. Complètement. C'est-à-dire que ici, par exemple, imaginez, j'ai mis une poutre au vent au milieu. Là, je vois que j'ai un petit mur de refend. Bon, imaginez que mon mur de refend il soit plus long que ça parce que dans la vraie vie, ce petit mur, il est peut-être un peu trop fin. Mais imaginez que j'ai un mur, on va utiliser un mur un poil plus grand. Pardon. Un mur un poil plus grand. Donc, vous voyez, j'ai un mur ossature qui est un peu plus... oui, je ne peux pas dire qu'un mur d'ossature qui fait 1 mètre de large va reprendre mes poussées. Et effectivement, l'idée, c'est d'utiliser un butoir. Moi, j'appelle ça un butoir. Donc, en gros, c'est un morceau de bois ou une ferme qui va venir se fixer sur un point dur. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir diminuer ma portée c'est-à-dire que ma déformation, vous voyez, de ma poutre au vent sera divisée par 2. Donc, en gros, au lieu d'avoir 13 mètres sur 2 appuis, j'aurai 13 mètres sur 3 appuis. Alors Mathieu, donc y a-t-il un automatisme dans les nouvelles versions pour les joints croisés dans le cas des poutres vent de plus de 15 mètres? Non. Pour l'instant, c'est toujours manuel, Mais s'il y a des choses c'est vrai qu'on a le développement l'équipe de développement qui travaille et qui va travailler sur quelques petites fonctionnalités pour faciliter la création des poutres vent. Tout ce que Gilles expliquait sur ce qui ne fonctionnait pas avec 2-3 appuis, on va essayer de
corriger pour pouvoir avoir une interface qui puisse les prendre en compte. Et je pense qu'on va pouvoir aussi pousser ce sujet-là. Moi, je préfère, si vous voulez, alors c'est ma position personnelle, je préférais que vous continuiez à avoir du mal à faire vos fermes de plus de 15 mètres parce que la conception n'est pas bonne. C'est-à-dire que quand vous avez une poutre au vent de plus de 15 mètres, c'est qu'il y a eu un raté quelque part. Et si, par exemple, on veut tenir des déformations de 6 mm de tête de mur avec une poutre de 15 mètres, ça sera impossible. Et si on fait en plus un joint de transport, on crée de la souplesse et donc on aura encore plus de mal à faire passer le problème. L'enjeu, à mon avis, pour la profession, c'est de définir une portée maximum à ne pas dépasser. 15 me semble un peu long, peut-être que 12, 13 c'est plutôt correct. Peut-on faire des poutres au vent à 45 degrés pour couper les portées et ramener les efforts contre les pignons? Donc là, par exemple, au lieu d'avoir un rectangle, plutôt avoir un losange. Oui, si vous voulez, n'importe quel système triangulé fait l'affaire. Hein. C'est-à-dire que si vous avez peu importe le système, hein, il faut que ça soit facile à fabriquer par contre. Si vous faites une croix, ça marche aussi. Hein. Donc vous pouvez... Mais rappelez-vous, la particularité, on en rediscutera à la rentrée, mais quand vous faites un système comme ceci, vous avez une concentration d'efforts dans les angles et souvent, le béton, il est incapable de reprendre ses efforts. C'est-à-dire que vous allez arriver avec, par exemple, 3 tonnes et vous allez arriver, comment vous avez fixé 3 tonnes avec, je sais pas, 6 goulons de 12 et vous aurez tellement fait de trous dans le chaînage que il n'y aura plus de chaînage. Donc, faire des systèmes qui sont très résistants, mais avec des charges ponctuelles, sur le papier, ça marche, mais une fois que vous voulez vous ancrer, ça ne marche plus. Donc Pascal, oui, on va. Alors, je suis preneur pour les outils Excel, donc ça, on va vous les partager. Et puis, il y a une personne de chez SIB, bonjour. Sur des poutres au vent de 15 mètres, il reste aussi à justifier les fixations. Ah bah, c'est exactement ce que disait Gilles. Oui. Ouais. Généralement, la fixation que je vous recommande, je ne vais pas du tout aborder le sujet. Hein. Parce que c'était pas le... Moi, ce que je vous recommande, c'est souvent les poutres au vent, pour les fixer, vous avez plusieurs façons de faire. Hein. Soit vous mettez des équerres tous les, je sais pas, 60 cm, tous les 1 mètre, qui vont récupérer les efforts. Alors, la première question, c'est où se trouve le chaînage. Si le chaînage, il se trouve au-dessus ou en dessous, il faut vous débrouiller pour mettre vos goudrons dans le chaînage. Vous ne pouvez pas vous fixer s'il n'y a pas de chaînage. Deuxième solution que je préfère, c'est plutôt de mettre une muraillère en dessous la poutre au vent. Cette muraillère est goudronnée dans mon chaînage avec autant de goudron que je veux. Et par-dessus, je viens pointer ma poutre au vent à travers ma muraillère. Donc là, je n'aurai pas cette problématique de est-ce que j'ai mis assez d'équerres, est-ce que mes équerres sont bien positionnés, est-ce qu'on a mis toutes les pointes? Non, là, je préfère cette solution. Mais on a des figures, je pourrais vous les communiquer si ça vous intéresse.